On a décidé de vous présenter différentes capsules historiques pour vous permettre d'en connaître plus sur la riche histoire du préhospitalier au Québec, alors que les coopératives ambulancières et la CETAM ont beaucoup contribué à l'avancement des soins des patients. Dans le cadre de cette capsule, on va vous raconter la fondation de la CETAM, la première coopérative ambulancière à avoir été fondée. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas réellement de système préhospitalier. En fait, l'ambulance est essentiellement vue comme un outil pour transporter un patient à l'hôpital. Ceux qui ont créé et qui ont forcé la création des services ambulanciers tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui atteignent des niveaux de perfection assez élevés et qui sont reconnus même mondialement. Il ne faut pas qu'on s'imagine déficitaire par rapport à l'ensemble des autres systèmes. C'était les techniciens ambulanciers. Maître Pierre Lamarche, un homme au parcours impressionnant, est un témoin et un acteur clé du préhospitalier. Alors, n'importe quel citoyen, que ce soit à Montréal ou que ce soit ailleurs, qui voulait avoir une ambulance pour une urgence médicale, il devait chercher dans le livre de téléphone le numéro de téléphone de la compagnie d'ambulance le plus près de chez lui, il téléphonait, puis là, il se faisait dire, en fin de journée, si on a le temps, on ira. Alors, c'était l'état de désorganisation. Et les premiers témoins de tout ça, c'était les techniciens ambulanciers. Pour nos membres fondateurs, le nom Mario Cotton résonne beaucoup. Mario Cotton était un ambulancier, mais il est devenu le premier président de notre premier syndicat, le Rassemblement des techniciens ambulanciers du Québec. Au Québec, les employeurs, principalement les employeurs, étaient pratiquement tous des propriétaires de salons funéraires. Il a fallu que le ministère de la Santé adopte un règlement pour qu'il y ait deux numéros de téléphone. Un numéro de téléphone pour l'ambulance, indépendant de la maison funéraire. Pourquoi c'était maison funéraire? C'est parce que c'était les seuls qui avaient un véhicule pour coucher quelqu'un à l'horizontale. Moi, j'ai des photos où tu vois un corbillard se faire déshabiller parce qu'il est plus bon pour être un corbillard pour en faire une ambulance. Un mort rapportait 3 000 $, puis un vivant qui devait transporter 25 $. Dans les années 80, le système préhospitalier connaît une évolution. Mais au départ, le contexte de pratique des techniciens ambulanciers est très difficile, autant au niveau des conditions de travail que des soins à donner aux patients. J'étais fier de ce que je faisais parce qu'on faisait vraiment quelque chose qui aidait des gens, mais je voulais en faire plus. Je trouvais qu'on n'avait pas assez de moyens pour aider nos patients. On lavait des masques pour les réutiliser. Pourquoi? Parce que le boss voulait faire plus d'argent. Et nous, on cherchait un moyen d'avancer. Comme technicien ambulancier, comme être humain, moi, je ne prendrais pas un masque d'oxygène, je ne le passerais pas à mon voisin, c'est pas vrai. C'est juste un exemple, mais il y en avait d'autres. Et ces conditions-là, pour nous autres, comme techniciens ambulanciers, c'était notre éthique. Et tu travailles là-dedans, tu veux sauver des vies, donne-nous du matériel pour au moins essayer de sauver des vies aussi. Là. Je m'en venais, puis je ramassais une ambulance, puis souvent, c'était moi qui devais trouver quelqu'un pour travailler avec moi. Il y a des fois que j'étais le seul véhicule de disponible dans tout le comté. C'était dramatique. Puis la coop a changé tout ça. On travaillait quasiment 24 heures par jour, 7 jours sur 7. On avait de la misère à avoir des congés. Fait que si ça roulait, bien, on sortait. Fait que on n'arrêtait pas beaucoup, là. Puis on voulait donner
un vrai service ambulancier à la population, des vrais soins donnés à la population. Jean-Marc Breton a été pendant une quinzaine d'années ambulancier à l'extérieur de la CETAM pour finalement devenir coordonnateur des services préhospitaliers d'urgence en Montérégie. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, avant, à une certaine époque, des normes, ça se résumait à faire du transport. Or, je pense qu'il y a des gens qui ont fait en sorte d'évoluer, puis notamment, la CETAM a été l'un des partenaires les plus importants. Il faut comprendre que la CETAM, c'est tout près de 50 du volume d'activité de la Montérégie. Puis moi, je suis de ceux qui ont suivi la première formation qui s'est donnée au Cégep de Saint-Jean. On était chanceux, une formation de 120 heures. Et là, à ce moment-là, quand on arrivait pour nous montrer à administrer de l'oxygène à 100 bien, rentrer dans une salle d'urgence avec un patient avec un masque oxygène à 100 je peux vous dire qu'on se faisait regarder par l'infirmière, puis bon, on se faisait dire « tu n'as pas le droit de faire ça ». Rentrer avec des patients immobilisés, avec un collet cervical, on se faisait dire « tu n'as pas le droit de faire ça ». La syndicalisation vient donner une voix aux techniciens ambulanciers, alors que le contexte de pratique est très difficile. C'est un moyen de prendre un certain pouvoir, essayer d'avoir de l'influence pour faire changer les choses. À un moment donné, Jacques vient me voir, Jacques Blain. Il dit « Mario, il faut partir un syndicat. T'es-tu malade? On a mangé assez de merde. T'es-tu malade? » Puis Jacques Blain, à ce moment-là, il est sur la Rive-Sud déjà. Oui. Fait qu'il dit « Il faut partir un syndicat, Mario. » Puis il travaillait de temps en temps à Montréal. Fait que « T'es-tu fou, esti? On n'a pas eu assez de merde. » Fait que « Non, Mario, il faut absolument que t'embarques, il faut commencer. » Puis il revient... Je dis non. Il revient me voir au bout de 2 semaines. Il avait pris l'argent de ses cadeaux de mariage. OK? Il avait fait imprimer des cartes. Puis il avait enregistré une association sans but lucratif. Avec l'argent de son mariage. Je dis, t'es fou, mais on recommence. Fait que pourquoi qu'on a syndiqué le monde? Pour les conditions de travail, mais les conditions pour les patients. Parce que pas de matériel, pas de formation, pas de normes de construction, pas de normes d'uniforme. Tu sais, il n'y avait pas de système. C'était la jungle. Bien, c'était la grande jungle. Les techniciens ambulanciers, à l'époque, étaient payés, à Montréal, étaient payés 5 piastres et 25 $. Puis, par la négociation, c'était, je pense, ça commençait à 12 $, puis ça allait jusqu'à 14-15 $. Mais ce n'était pas le cœur de ce qui motivait les techniciens ambulanciers. Ce qui les motivait, c'était la formation, la stabilité de l'emploi. Qu'est-ce que ça voulait dire? La stabilité de l'emploi, ça voulait aussi dire l'assurance qu'il va y avoir des services. Parce que, à l'époque, un technicien ambulancier qui se présentait à 4h moins quart pour prendre son quart de travail à 4 heures, si son partenaire à 3h30 avait appelé pour dire « je ne peux pas entrer, je suis malade », on disait « bon, mais tu retournes chez vous, c'est tout », puis on laisse l'ambulance dans le garage. Donc, pas de service à la population. Pas de service à la population, mais les services ambulanciers recevaient les montants du salaire qu'ils pouvaient conserver comme profit dans leur poche. Alors, d'où l'intérêt de ne pas remplacer non plus. Alors qu'ils souhaitent donner de meilleurs soins aux patients, les techniciens ambulanciers, en fondant la CETAM et des coopératives ambulancières, qui sont des coopératives de travailleurs, ça va leur permettre d'influencer les orientations prises par leur coopérative et de contribuer à l'avancement du préhospitalier au Québec. Bien, j'ai toujours été fier de mon travail, mais en créant CETAM, on avait la possibilité d'avancer. J'entends que vous avez fait quand même des sacrifices. Ah, beaucoup de sacrifices. Vous avez fait des sacrifices, vous avez décidé de ne pas prendre de temps supplémentaire pendant une période de temps pour soulager la coop, C'est ça. afin qu'elle survive puis qu'elle avance. C'est ça. Puis quand on dit ça aujourd'hui aux jeunes, ils restent tous surpris. Mais c'était la volonté qu'on voulait. Il y avait plusieurs conditions, mais il y avait une condition assez spéciale qui disait que tous les employés devaient investir, je ne me trompe pas, je pense à 3 du salaire, de leur salaire, afin de rembourser l'emprunt. Et ça nous a fait
encore plus réfléchir, parce qu'on disait, c'était nous autres à se prendre en main maintenant. Après, il a fallu que je convainque ma mère. Ah oh? Eh oui, parce que ça prenait un endosseur. OK. Fait que je suis arrivé chez nous avec les papiers. Elle dit, viens, maman, signe là. J'ai dit, t'as la nuit pour y penser. Fait que. Ta mère, c'était une des endosseurs pour le prêt? Oui. Ben oui, parce que c'était quoi, 1 million quelque qu'on demandait, là. Fait que. Moi, je n'avais pas. Je suis tout nu dans la rue, là. À la fermeture d'Ambulance Vaudreuil-Soulanges, c'est devenu... on s'est joint à la coop. Puis moi, ce qui nous comptait, moi, ça me rappelait souvent l'entreprise familiale. Tu sais, tu étais vraiment un impliqué, puis s'il y a de quoi, bien, c'était pas une direction boss versus employé. Ça ressemblait beaucoup à l'entreprise familiale. C'est pas quelque chose. Tu sais, une coopérative, là, c'était quand même nouveau, là, tu sais, des coopératives. Tu sais, il n'y en avait pas une tonne. Fait que pour nous autres qui étaient dans des entreprises privées, on regardait ça d'un bizarre d'œil. Jusqu'à un moment donné où, au fil du temps, les gens réalisaient les avantages que les coopérants avaient et que quand tu étais dans une entreprise privée, tu n'avais pas nécessairement. Ce qui était intéressant, c'était de voir que, puis ça déjà, on voyait que c'était différent avec les autres entreprises ambulancières. On voyait l'essence d'une coopérative. C'est-à-dire que chaque paramédic avait ce qu'on appelle communément son propre support vital. Ça paraît anodin, mais comparativement dans d'autres entreprises, bien là, chaque paramédic partait avec son support vital, puis avait la responsabilité, entre autres, de s'assurer que son matériel était conforme. Pour les techniciens ambulanciers à l'époque, en Montérégie, on était prêt à du changement. Mais pour fonder une coopérative de travailleurs, il fallait quand même une personne inspirante, une personne en qui on allait faire confiance pour nous guider à travers ce projet-là. Cette personne, c'était Jacques Blain. Et Jacques, pour moi, dans les années qu'il a été comme président directeur général, c'était une personne, un bon père de famille. Il voulait, comment je peux dire ça? Il voulait être bon avec tout le monde. Il ne voulait pas décevoir personne. Lui, ce qu'il voyait au niveau de la coopérative, c'était exactement l'image qu'on se donnait comme technicien ambulancier, d'avoir un service à la population et de donner des soins de qualité à une population, la Montérégie. Il y avait cette même vision-là. Souvent, il se rendait sur des appels juste pour voir travailler le monde, voir le technicien ambulancier, voir ce qui lui manquait. Jacques avait quand même une vision, il avait été accompagné de d'autres personnes, puis ça l'a fait en sorte de... Cette âme s'est toujours impliquée pour le développement des services préhospitaliers. C'était le cas dans le cas des moniteurs défibrillateurs. D'ailleurs, je pense que le Dr. Barrett-Boncoeur en a parlé. Au même titre, je pourrais dire, au niveau de la centrale de communication, le CCS, bien, moi, je me rappelle d'une bâtisse sur la rue Tachereau où la CETAM gérait l'ensemble de ses appels de son territoire. Mais ça, c'était un petit peu, si vous voulez, les premiers balbutiements d'un centre de communication santé. Écoute, il y a eu des moments difficiles à 7 ans où est-ce qu'on était sur le bord de la tutelle. Là. Et puis, je me souviens, à un moment donné, on est toute la gang, on est fiers de notre coop. Puis il y a Michel Coursol qui dit « On touche pas à ma 7 âme ». On a fait des T-shirts là-dessus, puis on s'en est sortis. Là. On a avancé. Je suis encore fier aujourd'hui de voir ma coop où ce qu'elle est rendue. Hey, c'est vraiment parti d'hier, là. Hein? Elle n'est pas devenue de même. Parce que, croyez-moi, on a bavé longtemps. Elle n'a pas été facile. Il n'y a rien qui a été facile. Le mouvement coopératif, là, je vais te dire, bien franchement, c'était... même ma femme me le dit. Puis elle dit ça, elle avait dit, c'était ton bébé. Merci, Michel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier de la CETAM quand tu regardes? Ah, bien, c'est de la voir aller, l'évolution du service, du système, la qualité des soins, la qualité des équipements.
qualité des véhicules, c'est sûr, ça l'a changé, là. Ça, c'est quelque chose. Puis avec ce que j'ai visité aujourd'hui ici, je suis assez fier de ma coop. Je suis fier de moi aussi. Bien, ce que vous avez fait, c'était gros. C'était gros pour le préhospitalier, c'était gros pour la CETAM, puis pour la communauté. Merci beaucoup à vous autres, les membres fondateurs. Merci à toi, Jean-Paul.